Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Au lendemain de la victoire du Front National à Brignoles, Jean-Marc Ayrault évoque le risque d'une alliance entre la droite classique et l'extrême droite. Le Premier ministre accuse directement les responsables de l'UMP. François Fillon lui répond ce soir en pointant du doigt la politique du gouvernement et, je cite, l'assommoir fiscal. Extrait et analyse dans ce journal avec l'éditorialiste du Figaro, Alain Gérard Slama. Et justement, trop, c'est trop. Le mécontentement contre la fiscalité grandit. Les Français jugent l'impôt excessif et injuste. Le ministre du Budget, Bernard Cazeneuve, met en garde contre un poujadisme fiscal. Décryptage ce soir avec notre chroniqueur Jean-Luc Gombaud et l'économiste Henri Sterdignac tout à l'heure. Il faut sauver le soldat Carlotti. C'est la mission du gouvernement après l'élimination de la ministre lors de la primaire socialiste à Marseille. L'exécutif l'a assuré de sa confiance. Marie-Arlette Carlotti qui s'est rangée derrière Patrick Mennucci pour faire barrage à la sénatrice Samia Ghali qu'elle accuse de clientélisme. Enfin, la Cour des comptes demande des efforts aux collectivités, peut et doit mieux faire. C'est la recommandation des sages de la rue Cambon. Dans leur premier rapport sur les finances publiques, ils dressent un constat inquiétant de la dérive des dépenses de fonctionnement. On voit tout cela tout à l'heure. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Pour l'UMP, pas de doute. La gauche au pouvoir est responsable de la victoire du Front National hier à Brignoles. Pour Jean-Marc Ayrault, pas de doute non plus, la droite, en ne levant pas le petit doigt pour sa candidate, a favorisé le score frontiste. Et le Premier ministre va plus loin en mettant en garde contre, je cite, un risque d'alliance entre la droite classique et l'extrême droite. Retour sur une journée de tension à droite comme à gauche avec Julie Hulin. Brignoles ou l'échec du Front républicain. Malgré un sursaut de participation, le candidat frontiste a largement profité d'une faible mobilisation de l'électorat. Une victoire au cantonal qui enflamme la sphère politique. Ce matin, Jean-Marc Ayrault a directement mis en cause la droite. La responsabilité des dirigeants de l'UMP, qui n'ont même pas levé le petit doigt pour défendre leur candidate, est extrêmement importante. Il ne faut pas qu'ils s'étonnent ainsi qu'une partie de leurs électeurs les fuit pour aller directement vers ce parti. Riposte immédiate du président de l'UMP, Jean-François Copé, qui a invité le Premier ministre à reprendre ses esprits. Pour la droite, le résultat de Brignoles vient sanctionner la politique du gouvernement. Ce que je pense, c'est que Jean-Marc Ayrault essaye, en attaquant férocement l'UMP, de dissimuler le fait que beaucoup d'électeurs de gauche du premier tour ont voté pour le Front National au deuxième tour. Et qu'il y a une vraie réflexion à conduire, à gauche comme à droite, mais à gauche d'abord, sur le fait qu'aujourd'hui, tout le monde à gauche, parmi les dirigeants, vous parle de Front républicain, mais parmi les électeurs, il n'y a plus d'obéissance et de discipline par rapport au mot d'ordre. Des électeurs désabusés que François Hollande tente de rassurer. En déplacement à Johannesburg, le président français a insisté sur l'obligation d'obtenir des résultats. La politique qui est menée depuis maintenant 16 mois a demandé des efforts. Et aujourd'hui, les Français sont en droit de demander, même d'exiger, qu'il y ait des traductions de ce qu'ils ont consenti. Si tout s'appelle à relativiser le résultat de cette élection cantonale, à quelques mois des municipales, la victoire du Front National hier soir s'est transformée en rappel à l'ordre. Voilà, et nous venons de le voir, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault qui a clairement accusé les responsables de l'UMP d'opérer un rapprochement avec l'extrême droite. Ce soir, au journal de 20h de TF1, l'ancien Premier ministre François Fillon a réagi. Il pointe du doigt la responsabilité du gouvernement dans la victoire frontiste à Brignoles et affirme qu'il faut parler aux électeurs du Front National, répondre à leur colère. On l'écoute. Le Front National, c'est pas un parti. Le Front National, c'est le front du refus, c'est le front des oubliés. Qui exprime une colère et une violence sans le début du commencement d'un programme. Mais en même temps, on ne peut pas exclure, jeter l'anathème, mépriser des milliers et des milliers d'électeurs qui choisissent de voter pour le Front National. Et ce que j'ai essayé de dire au fond, c'est que ça sert à rien d'utiliser des formules toutes faites. Ça sert à rien de jeter l'anathème sur les électeurs. Il faut leur parler maintenant.
Il faut sauver le soldat Carlotti. C'est la mission du gouvernement après l'élimination de la ministre lors de la primaire socialiste à Marseille. L'exécutif l'a assuré de sa confiance. Marie-Arlette Carlotti qui s'est rangée derrière Patrick Mennucci pour faire barrage à la sénatrice Samia Ghali qu'elle accuse de clientélisme. Le duel Mennucci-Ghali s'annonce musclé. On voit tout cela avec Jérôme Rabier. Duel explosif en perspective entre la sénatrice Samia Ghali et le député Patrick Mennucci, deux élus connus pour leur franc-parler et qui s'affronteront donc dimanche prochain dans les urnes de la cité phocéenne. Leur combat a déjà fait une victime hier soir, la ministre des Personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, Marie-Arlette Carlotti, présentée comme la favorite mais arrivée seulement 3e des primaires citoyennes marseillaises. Après avoir dénoncé un système clientéliste, elle semble s'être ravisée même si un recours pourrait être déposé dans la semaine. En cause, des minibus affrétés par Samia Ghali dans les quartiers nord pour acheminer les électeurs au bureau de vote, une stratégie assumée par la sénatrice. Certains ont voulu faire des grands meetings, dépenser de l'argent dans des grands meetings. J'ai préféré la proximité. Si à Marseille on avait un transport digne de ce nom, ça se saurait. Une technique qui semble avoir marché puisque l'enfant des quartiers nord a recueilli plus de 25% des 20 000 votes exprimés, devançant de presque 1000 voix le député de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône qui espère l'emporter pour écrire une nouvelle page de l'histoire marseillaise. Tourner la page de l'immobilisme de la mairie de Marseille, tourner la page du clientélisme et des pratiques qui doivent disparaître dans notre ville. Le député peut déjà compter sur le ralliement de la ministre qui a tout de même réuni près de 20% des voix, ce qui annonce une campagne acharnée sur le terrain avant de savoir dimanche prochain qui ira défier Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille depuis 1995 et qui s'apprête à briguer un 4e mandat à la tête de la cité phocéenne. Dans l'actualité aujourd'hui, la Cour des comptes demande des efforts aux collectivités, peut et doit mieux faire. C'est la recommandation des sages de la rue Cambon. Dans leur premier rapport sur les finances publiques, ils dressent un constat inquiétant de la dérive des dépenses de fonctionnement. On voit tout cela avec François Goulin. Aux collectivités de compter leurs sous. Après les factures de l'État, la Cour des comptes épluche les dépenses des administrations locales. Verdict, elles dépensent trop. 20% des dépenses publiques, soit 100 milliards d'euros, leur sont consacrés et ce chiffre n'arrête pas de grimper. La Cour et son président Didier Migaud proposent de s'attaquer au cœur du problème, les effectifs et en particulier les fameux doublons entre les mairies et les communautés de communes. Nous pouvons avoir des situations où à la fois les dépenses de personnel augmentent au niveau de l'intercommunalité tout en n'ayant des communes qui ont transféré un certain nombre de compétences et de personnel qui voient encore leurs dépenses de personnel augmenter. C'est pour ça qu'il nous semble qu'il y a, dans le cadre d'une mutualisation accrue entre les services des communes et de l'intercommunalité, des marges d'économie possibles. Les collectivités locales ne sont pas des paniers percés, conteste l'Association des maires de France. La preuve, les dépenses ont certes augmenté, mais moins que les années précédentes. À trop chercher l'économie, c'est la qualité des services publics qui sont menacés, craignent certains élus. Lorsque un gouvernement, quel qu'il soit, annonce la création de 100 000 places de crèche supplémentaires, mais qui va les faire, les places de crèche? Et derrière, qui va faire fonctionner les crèches? Encore, pour les 3/4, ce sont les collectivités territoriales. La dépense publique locale, elle correspond à un moment donné à un niveau de service. Si on veut brider la dépense publique locale, pourquoi pas? C'est un choix. Mais il faut que ce soit un choix de société. C'est pas un choix de gestion. Rationaliser les effectifs, mais aussi réduire l'endettement. Près de 10% de l'endettement de la France est dû aux collectivités. Un chiffre qui pourrait compromettre l'objectif de baisse du déficit public promis par François Hollande, met en garde la Cour des comptes. La suite du 22h avec nos invités ce soir, l'essayiste et éditorialiste au Figaro, Alain-Gérard Slama, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue notre chroniqueur Jean-Luc Gombault, bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Sonia. Et l'économiste Henri Sterdignac, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. D'abord, les lendemains de Brignoles, Alain-Gérard Slama. À droite comme à gauche, on l'a vu dans nos sujets, chacun se renvoie aujourd'hui la responsabilité de l'échec. Pour la droite, c'est la faute à la politique du gouvernement. Pour le Premier ministre, c'est la faute à l'UMP, qui en plus, selon Jean-Marc Ayrault, met en place une alliance avec le Front National. Au final, dites-nous, selon vous, qu'est-ce qu'ils ont appris, retenu de la victoire hier du Front National, les deux partis classiques, j'allais dire? Je ne sais pas s'ils ont retenu, parce que j'entendais récemment Jean-François Copé expliquer aux Français que le programme du Front National était catastrophique sur le plan économique. Mais ce n'est pas leur problème. C'est pas leur problème. Il y a ce qu'on appelle un ras-le-bol. Il y a un manque de confiance énorme dans le personnel politique.
et dans des catégories sociales qui dépendent vraiment des promesses faites par le pouvoir politique. Je veux dire par là, bon, du gens qui ont des moyens, si le pouvoir politique ne respecte pas également exactement son programme, s'il surtaxe les gros revenus, ça produit du mécontentement, mais rien d'autre. Tandis que là, ça produit de la frustration et de la frustration intense, parce que c'est la vie quotidienne des gens qui se trouvent appliqués. Donc je pense qu'il y a ce facteur-là. Et un autre facteur, je répondrai d'ailleurs par la responsabilité collective. Je dirais pas les journalistes ni les intellectuels, mais je dirais le système médiatique qui fait que chaque fois qu'il y a un problème, comme Brignol par exemple, par la force des choses, on le met au centre de l'information, on en fait un phénomène national. Est-ce qu'il faut remettre cette élection partielle à sa juste proportion ce soir ? C'est une cantonale partielle voilà. Qui a fait et on trembler a la République tendance à extrapoler, à dire il y a 54% de Français qui sont prêts à voter Front National, n'exagérons pas. Bon, mais ça, c'est pas du tout les journalistes qui sont en cause, j'y assiste. C'est le système médiatique. On prend un problème marginal, ils y participent, on le met système au centre. médiatique, oui, les journalistes. Oui, bah, ils y participent parce que s'ils ne le faisaient pas, ils manqueraient presque à leur devoir de journalistes et d'informateurs. Et d'autre part, un phénomène marginal également qui est mis au centre du débat public, c'est la question d'identité nationale. On en a fait tout un plat. On a centré sur l'identité nationale le malaise français. C'est un problème identitaire, etc. Je suis désolé. La République, c'est pas ça. C'est pas une identité qui se définit par des facteurs culturels, par des facteurs, je veux dire, plutôt ethniques et religieux. Les gens qui souffrent, c'est pas dans leur identité. Ils souffrent dans leur conditions de vie et dans le sentiment effectivement qu'ils ne sont pas reconnus comme des citoyens à part entière, et plus ils sont dans la province, plus ils sont dans des petits villages, dans des endroits un petit peu excentrés, plus effectivement il est difficile pour eux d'éviter et d'échapper au déclassement. Et ça, bon ben voilà, ça fait un certain nombre d'explications qui ne suffisent pas, je le reconnais, parce qu'effectivement le Front National est inquiétant. Et que si toutes les municipalités françaises devaient être dirigées par le Front National, je serais inquiet. On n'aurait pas de police municipale, mais des milices comme on en voit dans d'autres villes européennes. L'une des questions au lendemain de cette victoire frontiste, c'est comment, pour la droite et la gauche, contrer le Front National. Alors pour la droite, selon l'ancien Premier ministre François Fillon, invité ce soir du 20h de TF1, il faut parler, selon lui, aux électeurs du Front National, répondre à leur colère. On va l'écouter ce soir. Ça fait des mois que je tire le signal d'alarme en disant les impôts, c'est un nœud coulant qui est en train d'étrangler l'économie française et qui est en train d'étrangler la classe moyenne. Personne ne veut entendre, le gouvernement ne bouge pas, le gouvernement continue inlassablement à augmenter les impôts et il provoque, pas seulement à Brignol, mais il provoque ce sentiment de rejet qui est extrêmement puissant. La seule façon d'exiger l'arrêt de l'augmentation des impôts, c'est de faire des élections municipales un référendum contre l'assommoir fiscal. Voilà, on va parler de ce qu'il appelle l'assommoir fiscal. François Fillon qui avait dit juste avant qu'il fallait justement parler aux électeurs du Front National, répondre à leur colère. Qu'est-ce que ça veut dire parler aux électeurs du Front National? Ben non, justement, c'est absurde. C'est absurde parce que c'est une addition d'individus mécontents. Vous n'allez pas parler globalement à des individus mécontents. Plus vous voulez d'ailleurs vous adresser à eux globalement, plus évidemment, vous donnez l'impression que vous les enfermez dans une caste exclue du reste de la nation, vous les exaspérez davantage. Et évidemment, vous ne risquerez pas de les dissuader de continuer à voter pour le Front National. C'est une erreur qui me paraît énorme, de même d'ailleurs que de dire de ramener au problème fiscal leur situation. Ça n'est pas seulement ça. C'est la question du déclassement, c'est la question de la reconnaissance, c'est le sentiment qu'on leur ce manque. soir, Alain Gérard Sama, aujourd'hui, trop c'est trop, le mécontentement grandit contre la fiscalité. C'est les Français qui jugent l'impôt excessif et injuste, Jean-Luc Gombault. C'était un sondage, une grande majorité de Français. Et ce soir, Bruxelles, par la voix de Michel Barnier, dit la même chose, estimant que la ligne rouge est franchie. Est-ce que, on arrivait à un seuil, j'allais presque dire absurde, trop d'impôts tue l'impôt? Oui, alors ça c'est je dirais un vieux slogan, trop d'impôts tue l'impôt. C'est vrai que les recettes fiscales rentrent moins. La réalité c'est qu'effectivement depuis maintenant 3 ans, parce que M. Fillon vient de nous dire qu'il ne cesse d'alerter contre le matraquage fiscal, mais c'est quand même lui qui l'a commencé, puisque pendant les 18 derniers mois de M. Sarkozy, pour ne parler que de l'impôt sur les ménages, ils ont augmenté quand même de 13 milliards. Alors M. Hollande en rajoute une louche
entre les 18 premiers mois de l'exercice de son quinquennat, il en a rajouté une louche d'à peu près de 16 milliards, et il va encore rajouter une louche de 11 milliards pour l'année 2014, ce qui fait que j'ai calculé que sur 4 ans, en gros, sur les ménages, l'impôt sur les ménages augmente à peu près d'1 milliard par mois. Donc c'est vrai qu'il y a quand même ce qu'on peut appeler un matraquage fiscal. Cela dit, lorsque ce soir Le Monde publie un sondage sur le ras-le-bol fiscal, on note évidemment que 47% trouvent qu'ils paient trop d'impôts. Bon, mais les gens, il faut dire, ils ont un ras-le-bol général. Ils ont un ras-le-bol fiscal, ils ont un ras-le-bol sur l'emploi, ils ont un ras-le-bol sur les profs qui ne sont pas là, sur les rythmes scolaires, alors, restons peut-être sur le sujet fiscal encore un moment. Henri Sterdyniak, est-ce que c'est, parce que vous dites ras-le-bol, est-ce que c'est un malaise profond ou est-ce que c'est une mauvaise humeur passagère? La France se porte mal. La France se porte mal, c'est pas simplement une question d'impôts. Les impôts frappent surtout les plus riches, mais les classes populaires, elles souffrent de questions d'emploi, de questions de pouvoir d'achat qui sont liées au problème de l'emploi. Et donc c'est ça notre grand problème. Et aussi, vous avez parlé de l'opinion de M. Barnier, on est enfoncé dans des contraintes européennes. Les contraintes européennes nous ont dit qu'il faut absolument équilibrer le déficit, le solde public. Du coup, Sarkozy plus Hollande se retrouvent devoir trouver 7% de PIB, 140 milliards pour réduire le déficit public. Donc M. Sarkozy a augmenté les impôts de 30 milliards. M. Hollande les augmente, lui, à son tour, de 30 milliards. Mais il reste encore 80 milliards à trouver. Et Hollande, le président, nous dit, c'est les dépenses publiques qu'on va réduire. Mais je veux dire, pour les gens, ça va également faire mal, parce que pour réduire de 80 milliards les dépenses publiques, il faut toucher les familles, les retraités, et comme l'a dit M. Philippe Laurent, il faut toucher les crèches et les dépenses sociales des collectivités locales. Hollande nous dit aussi ce qu'il avait dit durant sa campagne, Alain Gérard Sama. Il avait prévenu qu'il y aurait 2 phases dans son quinquennat, ce qu'on appelle parfois le quinquennat inversé, les efforts, et là on les a bien sentis, et puis la redistribution. Mais ça tarde, ça coince, ça grince. Encore. Bien sûr. Mais ça va venir. Mais c'est un détournement de la vocation de l'impôt que d'utiliser de manière aussi ferme et aussi énergique et aussi déterminée dans le sens de la redistribution. L'impôt n'a pas cette vocation privilégiée de servir à la redistribution. Il est progressif. Non, je me doute bien. Il est progressif d'une manière raisonnable. Mais vous savez très bien que plus il est sévère, plus l'impôt tue l'impôt. Autrement dit, moins la production du pays est énergique, moins la consommation se développe et moins il y a de ressources pour justement trouver il est redistributif ou pas? Nous avons un impôt français qui est extrêmement redistributif. On a un des impôts les plus redistributifs du monde. D'abord parce que au niveau des bas salaires, les gens touchent le RSA, les allocations logement, il y a les exonérations de cotisations sur les bas salaires. Au niveau des hauts salaires, on a une tranche maintenant de l'IR qui est à 45%, auquel s'ajoute la CSG, ça nous fait 53%, donc on taxe beaucoup les riches, on donne aux pauvres, mais le problème, il faut l'accepter, c'est une question de cohésion sociale, et le problème c'est est-ce que effectivement les riches vont l'accepter. Jean-Luc Gombault, parce qu'il faut être nuancé par rapport au sondage, c'est que les Français ne rejettent pas l'impôt. En fait, ils veulent qu'il soit efficace à la mesure du service public. Assez bizarrement, les Français rejettent la TIPP, qui est quand même nécessaire, parce qu'il faut que l'essence soit chère pour qu'on fasse des économies d'énergie. Ils refusent l'impôt sur les successions, qui est quand même un des plus redistributifs. Ils ont l'esprit tortueux. Ils ont l'esprit un peu tortueux. C'est intéressant. 80% rejettent l'impôt sur les successions, mais il n'y a que 25% des successions qui sont imposées. Autrement dit, les gens rejettent massivement un impôt
qu'ils ne payent pas. Et c'est ça qui me paraît absolument extraordinaire, entre les 80% et les 25%. Sur l'aspect politique, Alain Gérard, ça marche bien, parce que François Fillon, il parle des impôts comme d'un nœud coulant. Il veut en faire donc pour les municipales un référendum contre l'assommoir fiscal. Est-ce que vous pensez qu'il appuie là où ça fait mal? Parce que l'UMP, il y a un certain temps, avait tenu sur la réforme des rythmes scolaires en disant que ça va, ils vont l'utiliser pour les municipales. Est-ce que ce thème-là peut être plus concernant pour les gens? Il peut l'être, mais à condition que celui qui tient ce discours soit crédible. Et le problème est malheureusement là. Je ne vise absolument pas François Fillon lui-même, mais on voit très bien ce qui se passe. Il y a un point qu'on n'a pas dit à propos des impôts, c'est au fond qu'il n'est pas stable. Les gens ont besoin quand même de pouvoir se projeter un peu dans l'avenir. Or, tous les jours, on leur annonce une nouvelle taxe, ils reçoivent leur taxe locale, s'aperçoivent que selon le lieu, elles ont augmenté dans des proportions qui sont considérables. Ils avaient des niches fiscales qui leur permettaient, par exemple, d'avoir des emplois à domicile et de faire face donc à l'entretien de la vieille maman, à l'entretien des enfants, etc., etc. Ça disparaît. On leur dit « Ah, on va le rétablir », mais ils n'y croient pas. Autrement dit, le discours de François Fillon n'est pas vraiment crédible. Henri Sterdyniak, il y a des zigzags sur cette politique fiscale. C'est une insécurité fiscale énorme. Nicolas Sarkozy, comme on l'a déjà dit, a augmenté massivement les impôts de 30 milliards. Oui. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas réduire les dépenses publiques. Et, et c'est là tout le problème de François Fillon. Si les municipalités veulent réduire les impôts, il faut dire aux administrés, vous n'aurez pas les crèches, vous n'aurez pas l'accompagnement dont vous avez besoin pour vos enfants pour le rythme scolaire. Et tout ça, c'est difficile. Ce qu'on peut regretter, bien sûr, c'est qu'à l'échelle de l'Europe, on a imposé à tous les pays des politiques restrictives. Dans certains pays, on a surtout réduit les dépenses publiques, ce qui n'est pas mieux. Nous, on a augmenté les impôts, ce qui a quand même l'avantage de frapper les plus riches. Je suis désolé, mais quand même... Ça a les classes moyennes aussi. Certaines classes moyennes. Et les nouveaux fiscalisés, ceux qui entrent brusquement dans la machine. Il faut voir aussi que beaucoup de nouveaux fiscalisés, c'est à cause du gouvernement précédent. C'est le fait que le gouvernement précédent n'a pas indexé le barème, c'est le fait qu'on a supprimé la demi-part supplémentaire pour les veuves, qui fait que beaucoup de gens rentrent dans le barème, sont persuadés que c'est à cause de Hollande, alors que c'est le gouvernement précédent. Vous avez remarqué que le Front National a repris les thèmes qui étaient ceux de Duclos jadis, disant de la droite et de la gauche, enfin de l'UMP et du PS, bonnet blanc et blanc bonnet. Autrement dit, c'est l'UMPS maintenant, et ce rejet global est extrêmement dangereux. Non, mais c'est un fait vrai. C'est-à-dire qu'actuellement, on a l'UMP et le PS qui gèrent la France à peu près de la même façon, sous le regard de Bruxelles et sous le regard des marchés financiers. Et le grand enjeu quand même, c'est de savoir, est-ce que les classes populaires vont aller vers le Front National ou est-ce qu'elles vont aller ailleurs? Il faut souhaiter quand même qu'elles aillent ailleurs. François Hollande, qui est en déplacement en Afrique du Sud, a réagi, sans parler, sans prononcer le mot Front National. Il estime, lui, que la solution, ce sont les résultats. Les résultats économiques, sociaux, l'inversion de la courbe du chômage, la réduction des inégalités, la croissance. Il a raison. Il me fait penser à un curé, vous savez, qui dirait, mes frères, prions pour qu'il ne pleuve pas, la pluie s'arrête et il fait quelle coïncidence. C'est en tout cas ce que pensent les Français. C'est osé de le comparer à un curé. Il n'y a pas de crédibilité suffisante, si vous voulez. Le problème est là. Il n'y a pas de crédibilité suffisante du discours politique. Nous souffrons d'un problème de leadership qui est extrêmement grave. Quand je dis ça, évidemment, c'est un discours qui peut paraître extrêmement pessimiste, j'en conviens. Mais il ne paraît pas, il l'est. Mais la droite comme la gauche, d'ailleurs, se trouve confrontée à une seringue quand Jean-François Copé dit « Nous allons réduire d'1 million le nombre de fonctionnaires ». Aussitôt, à la Juppé, dit « Quelle blague, quelle duperie ». Bon, c'est... Oui et non. Il faut une rupture, à l'échelle de l'Europe. Et le problème, c'est comment on peut provoquer cette rupture à l'échelle de l'Europe. Sinon, dans tous les pays, enfin, dans un grand nombre de pays européens, les partis nationalistes et populistes montent. Je reviens à l'économie française. Jean-Luc Gombault, le ministre de l'économie, Pierre Moscovici, il a dit la reprise est là. La confiance, pas tellement, mais lui, il la voit, la reprise. Alors, la voit, oui, alors il la cherche. D'ailleurs, il ne s'est pas tellement développé, ce propos, dans l'interview qu'il a donnée au journal du dimanche, ce qui est très bizarre. Et ce qui est aussi bizarre, c'est qu'il dit la reprise est là, mais pas la confiance. Alors que depuis le début du quinquennat, on nous dit il faut que la confiance revienne pour qu'il y ait la reprise. Oui. Donc là, il y a un mélange entre la poule et l'œuf, on ne sait plus très bien où on se trouve. Non, il y a des signes qui laissent entendre
qu'il y a peut-être un frémissement de la croissance. Voilà, ce sont des signes, mais pas des démonstrations. Ce ne sont pas des preuves. Et c'est une reprise qui peut créatrice d'emplois et pas d'investissement. Tant que vous n'avez pas d'investissement, c'est qu'en réalité, vous n'avez pas une reprise soutenue quelque part. Donc à partir de là, je ne me prononcerai pas sur la reprise est là. Elle est peut-être en vue, mais elle n'est pas là. Henri Sterdyniak, les Français ont raison, ils ne voient qu'à ce qu'ils croient. Oui, c'est-à-dire le problème, c'est qu'actuellement, les prévisions, c'est quand même 1% de croissance, c'est-à-dire le chômage continue à monter, on reste avec un taux de chômage de 11%, ça ne résout pas le problème. On a besoin d'une croissance forte de l'ordre de 2% pendant 3-4 ans, ça demande un changement de politique et actuellement, on ne l'a pas. Et c'est normal que les électeurs se disent, les gouvernants, jusqu'à présent, ils sont complètement en dehors de la plaque. Il y a un ensemble entre les contraintes européennes et ce qu'on peut faire qui fait que les gouvernants qu'on fasse un peu davantage confiance à la société civile et notamment à l'entreprise. Par exemple, un pays dans lequel on s'inquiète de ce que les entreprises gagnent parfois trop d'argent, c'est peut-être un raisonnement qui n'est pas tout à fait favorable à la fameuse croissance qu'on nous annonce. À bon entendeur, salut donc. Peut-être. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été nos invités ce soir. Merci. La dernière page de 22h avec à présent tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info d'Aurélie Dafas. Serge Dassault, auditionné aujourd'hui à Évry. Le sénateur de l'Essonne était entendu dans une affaire criminelle. Le principal suspect de tentative d'assassinat, un chef d'entreprise, est un proche de l'ancienne majorité municipale menée par Serge Dassault. Le sénateur a été entendu en qualité de témoin assisté. Début juillet, le Sénat avait refusé de lever son immunité parlementaire. La colère des travailleurs bretons de l'agroalimentaire. Après l'annonce de près de 900 suppressions de postes à l'abattoir GAD dans le Finistère, les salariés de plusieurs entreprises du secteur ont manifesté aujourd'hui à Brest et à Morlaix. Tous concernés par des plans sociaux, ils interpellent la classe politique. Moi je suis désolée qu'ils viennent se rendre compte et qu'ils viennent travailler à la chaîne pour se rendre compte des conditions de travail. Vous vous rendez compte que si on est dans la rue, nous salariés de l'agroalimentaire qui travaillons dans des métiers pénibles, qui sommes cassés, si on demande à garder notre boulot, c'est vraiment parce qu'on n'a pas autre chose. Voilà, c'est tout. Qu'ils viennent nous voir et qu'ils nous donnent du boulot. Le ministre délégué à l'agroalimentaire, Guillaume Garot, a annoncé une réunion interministérielle mercredi pour traiter l'urgence. La durée de vie des centrales nucléaires françaises bientôt rallongée de 10 ans, une éventualité qui permettrait à l'État actionnaire d'amortir ses investissements sur une plus longue période et qui pourrait rapporter 1 milliard d'euros par an à EDF. Une décision purement comptable pour les associations écologistes. C'est clairement une annonce d'ordre comptable plus que d'ordre énergétique. C'est-à-dire qu'il s'agit de rassurer les marchés financiers et la bourse plutôt que de rassurer les Français sur la sûreté nucléaire. C'est une approche qui est tout à fait inacceptable puisque la sûreté nucléaire, c'est la sécurisation des Français et de la production d'électricité en France. La mesure pourrait être confirmée le 15 novembre prochain. La bataille pour l'ouverture le dimanche continue. Obligés de fermer leurs magasins franciliens le dimanche depuis la fin septembre, Castorama et Leroy Merlin entendent bien ne pas se laisser faire. Les enseignes ont fait appel de cette décision de justice, appel examiné aujourd'hui et décision à venir le 29 octobre. En attendant, les magasins peuvent obtenir des autorisations au cas par cas. Le dessin du jour est à mettre au crédit du dessinateur Baudry sur le site de Rue 89, une illustration imagée de la cantonale de Brignoles après la victoire du candidat du Front National. Et on arrive à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Tout de suite, votre soirée documentaire sur Public Sénat avec un film intitulé Les enfants perdus de la Mayotte. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain avec plaisir, bien sûr.